à 17h, mon frère s'est fait tuer à la rue Frébeau pour une bière qui vaut 2 euros. Sur les coups de 16h30, donc mon frère s'est fait aborder par un individu qui lui a demandé de lui payer une bière. Donc il a refusé. Ensuite, ils se sont battus. Et lors de cette bagarre, mon frère lui aurait arraché les cheveux. Et cet individu a décidé, enfin il a dit à mon frère en quechua. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc il est parti voler un couteau dans une épicerie à côté et voilà, mon frère à 17h, mon frère s'est fait tuer à la rue Frébeau pour une bière qui vaut 2 euros. Un meurtre gratuit, sans raison aucune, d'autant plus que cet individu n'était pas ami avec mon frère, il ne se connaissait pas spécialement, enfin il ne se connaissait pas du tout d'ailleurs. Cet après-midi-là aussi, il y avait du monde à la rue Frébeau, donc il n'a pas eu la chance d'être aidé, la bagarre n'a pas... Ils n'ont pas été séparés lors de cette bagarre, donc voilà. Donc à 17h, 17h15, je reçois l'appel de mon père. Donc à savoir que juste un petit peu avant, j'avais eu un petit écho qu'il s'était passé quelque chose à la rue Frébeau et qu'il y avait eu une bagarre et apparemment ça s'était mal terminé. Donc à 17h15, mon père m'appelle pour me dire voilà Flora, il faut que tu rentres parce qu'il s'est passé quelque chose de très grave et il faut vraiment que tu rentres. Donc moi je lui demande papa est-ce que c'est Freddy puisque je sais pas, j'ai eu ce sentiment que effectivement c'était très grave et que c'était mon frère. Donc j'ai fait un peu le rapport entre la bagarre, enfin entre ce qu'on m'avait dit juste avant et l'appel de mon père. Donc je suis partie de mon travail. À l'époque je travaillais à l'aéroport. Donc je me suis rendue à la PAF. À la police aux frontières pour leur demander l'exactitude de ce que mon père m'avait dit entre deux mots, qu'il s'était passé quelque chose de grave. Et là, ils m'ont dit oui, effectivement, il s'est passé quelque chose de grave et il y a eu un meurtre à Pointe-à-Pitre. Donc, ils ont récupéré les clés de ma voiture, ils m'ont demandé d'appeler quelqu'un, puisque je n'étais pas en état de conduire, forcément. Et d'autant plus que j'ai eu beaucoup de mal à digérer cette information. Donc, j'ai appelé une copine qui est venue me chercher et je n'ai jamais trouvé le trajet aussi long de l'aéroport à chez mes parents. Donc, quand je suis arrivée, il y avait déjà pas mal de monde puisque les gens avaient été avisés, les gens avaient entendu l'information. Donc, quand je suis arrivée, à savoir que je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, donc mon frère était juste après moi, on avait 3 ans d'écart. Et après mon frère, j'ai 2 petites sœurs. Fanny et Félie. Donc j'arrive chez mes parents, je vois qu'il y a du monde. J'ai quand même eu la présence d'esprit de passer à la pharmacie, alors à savoir comment j'ai eu cette présence d'esprit-là. Donc je suis passée à la pharmacie et le pharmacien m'a donné de quoi relaxer tout le monde. Donc je suis rentrée à la maison. Je n'ai regardé personne, je n'ai parlé à personne. Je me suis précipitée dans la chambre et là, j'ai vu ma mère. J'ai vu ma mère, entre guillemets, en décomposition parce qu'elle venait de perdre son seul et unique fils de façon très brutale. Et en tant que sœur aînée, il fallait que je gère tout ça. Donc, j'ai essayé du mieux que je pouvais de la réconforter, de réconforter mon père. Ma dernière petite sœur, puisque mon autre sœur n'était pas encore arrivée. Et pareil, quand elle est arrivée, il a fallu lui annoncer la nouvelle parce qu'elle s'est demandé pourquoi il y avait autant de monde chez mes parents. Et voilà. Donc, depuis le 15 avril 2011,
On se retrouve 3, nous ne sommes plus 4, mais 3. On reste quand même une famille assez soudée, mais c'est vrai que la perte d'un être cher, sans raison, je vais dire sans raison, pour une futilité, pour 2 euros, c'est quelque chose d'assez difficile à encaisser. D'autant plus qu'à l'époque, j'avais une fille de 2 ans et demi, donc il ne comprenait pas ce qui se passait. Tout le monde, enfin, elle se demandait où était son oncle, forcément, ce qui est tout à fait normal. Et il fallait aussi lui expliquer ça. Il fallait aussi lui expliquer que, ben voilà, tu ne reverras plus tonton Didi ne reviendra plus. Il est parti et que quelqu'un l'a tué. Donc, imaginez expliquer à une enfant de 2 ans qu'elle ne reverra plus son seul et unique oncle. Donc, le 15 avril 2012, un an après le décès de Freddy, on a décidé de faire une marche pour sensibiliser justement la population de la Guadeloupe et notamment celle de Pointe-à-Pitre parce qu'à cette époque-là, à l'époque où mon frère est décédé, il y a eu pas mal de meurtres, pas mal de décès, pas mal décès, pas mal d'agressions. Donc, on a décidé d'organiser une marche alors déjà pour que ma mère puisse se rendre sur les lieux parce que mes parents ne s'étaient jamais rendus sur les lieux. Donc la marche on a pris le départ au niveau du rond-point Miquel. Et on est arrivé jusqu'à la rue Fribourg. On a fait un dépôt de gerbes avec quelques témoignages. On était très accompagnés par la famille, par les amis, par des inconnus, par beaucoup d'inconnus parce que c'est quelque chose le décès de mon frère a quand même touché énormément la population guadeloupéenne. Parce que se dire qu'on perd la vie pour 2 euros, franchement, on n'a pas le droit de vie de mort sur qui que ce soit, mais 2 euros, c'est vraiment quelque chose de très futile. Donc, on a décidé d'organiser cette marche blanche. Donc, comme je vous disais, surtout pour que mes parents puissent aller sur les lieux, se rendre sur les lieux, pour sensibiliser la population. Et surtout pour que Freddy, comme mon frère, reste dans la mémoire de tout un chacun. Parce que c'était quelqu'un quand même de très gentil, c'était quelqu'un de très apprécié par sa famille, d'autant plus que c'était le seul garçon. C'était quelqu'un de très serviable, de très joyeux. Il avait une joie de vivre, mais c'était pas quelqu'un qui se fâchait souvent. Quand il se fâchait. Mais c'était quelqu'un qui avait vraiment une joie de vivre et qui aimait beaucoup ses parents et beaucoup ses sœurs. Donc on a tenu vraiment à faire cette marche en sa mémoire. Le procès de mon frère a eu lieu 3 ans après son décès. Donc 3 ans après, on est revenu sur des faits pas faciles, qu'on doit lire le rapport d'autopsie, savoir comment il est vraiment décédé. Ça, c'est quelque chose de très difficile. D'après l'autopsie, il serait mort il a eu 3 coups. Il aurait reçu 3 coups de couteau, dont un mortel au thorax et un décès assez rapide, heureusement. Un coup très violent, oui, porté au thorax. Donc, il a reçu un coup mortel au cœur. À savoir que cet individu était en conditionnel, libération conditionnelle ou sous surveillance, je ne sais plus. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui a eu 11 condamnations précédemment, auparavant. Donc c'était quelqu'un qui ne devait pas être dehors à ce moment-là. C'était quelqu'un qui aurait dû être en prison à ce moment-là aussi, à savoir que ce n'était pas quelqu'un de très âgé. Il avait 37 ans à l'époque des faits, donc la personne qui a tué mon frère. Et à 37 ans, avoir 11 condamnations, être dehors, pour moi, c'est quelque chose de pas normal. C'est quelque chose de pas normal. Et la première réaction qu'on a eue, c'est pourquoi il est là et pourquoi il a fait ça. Parce que s'il avait été incarcéré pour tout ce qu'il avait fait et de façon plus longue, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je ne serais pas là en train de parler de mon petit frère. Mon frère serait vivant. Donc voilà. Moi, je pense qu'au niveau de la justice, et notamment au niveau des condamnations, l'État
est un peu trop laxiste. On est condamné pour des faits, enfin, il y a des gens qui sont condamnés pour des faits assez graves, mais la durée de la condamnation, pour moi, n'est pas suffisante. Quand on a déjà eu 11 accusations, 11 condamnations, pardon, on ne devrait pas être dehors. Pour moi, c'est quelque chose de pas normal. On ne devrait pas être dehors. On devrait être en prison. Et si vraiment cette personne avait pris conscience de tout ce qu'il a fait et de toutes les condamnations qu'il avait eues précédemment, ben, il n'en serait pas arrivé là. Et à partir du moment où, pour moi, on a une condamnation, 2 condamnations, on a été condamné plusieurs fois et qu'on ne prend pas conscience, on n'a rien à faire dehors. Il a été condamné à 16 ans de prison. Depuis cette date, hein, de la fameuse marche blanche du 15 avril 2012, ma mère ne peut plus se rendre à Pointe-à-Pitre. Alors, dès qu'on arrive au rond-point Miquel, elle est prise de panique, il faut limite faire demi-tour. Pointe-à-Pitre, pour elle, c'est un mauvais souvenir. Alors, nous, on y arrive parce que des fois, on a des obligations. C'est vrai que moi, je n'y vais pas régulièrement, j'y vais vraiment par obligation. Mais c'est vrai que la ville de Pointe-à-Pitre est devenue, pour ma mère, quelque chose de... C'est un mauvais souvenir, voilà, c'est un cauchemar. Les jurés ont acté pour une condamnation de 16 ans. Donc, c'est quelqu'un qui sortira dans 5 ans, normalement. Voilà. Donc, ça sera sa 12e condamnation. Dans 5 ans, il sera dehors. Et, et mon frère, lui, voilà, quoi, il n'est plus là. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est assez compliqué à vivre parce que dans quelques années, peut-être qu'on sera confronté à voir cette personne, à croiser cette personne, peut-être qu'il continuera ou pas. Peut-être que sa dernière condamnation lui servira de leçon ou je ne sais pas, peut-être qu'il prendra conscience. Mais n'empêche que notre frère n'est plus là. Voilà. Se reconstruire après le décès de quelqu'un qui n'a rien demandé, c'est très, très, très difficile. C'est très long. Même après 11 ans, on a encore des moments où on flanche. Hein. On a encore des moments où on a des fêtes de famille, on a des anniversaires. Chaque 15 avril, pareil, c'est une journée douloureuse pour nous puisque c'est la date du décès, de son décès. Les fêtes de famille, il n'est pas là. Ma dernière qui va avoir 9 ans ne le connaît pas du tout. Elle le connaît qu'en photo. Et que parce qu'on lui dit, hein, parce qu'on lui raconte, on parle toujours de Freddy. Alors, il ne se passe pas une semaine sans qu'on parle de lui. On rencontre encore ses amis qui nous demandent si ça va, comment justement on arrive à se reconstruire par rapport à ça. C'est très difficile, hein. C'est très difficile parce qu'on a des images, on a des flashs. On a eu un suivi avec un psychologue de famille. Pareil, hein, même si on fait une séance, 10 séances, 30 séances, ça reste quelque chose qu'on a. Voilà, on a une cicatrice. Voilà, j'allais dire une plaie ouverte, mais bon, on commence à cicatriser. Mais la cicatrice, elle sera toujours là, elle sera toujours présente. Nous, on essaie de garder un peu ça en mémoire pour pouvoir avancer. Mais il va toujours manquer quelqu'un à table. Moi, je dis toujours, quand on me demande, tu as combien de frères et sœurs, je dis toujours que j'ai 2 sœurs et un frère. Je parlerai toujours au présent de lui parce qu'il est encore présent. D'ailleurs, on s'est toutes fait tatouer son prénom sur une partie de notre corps parce que ça reste aussi notre sang. Donc même après 11 ans, mes parents ont toujours certains effets personnels de mon frère, notamment ses vêtements, ses chaussures, ses textes, parce qu'il écrivait aussi des chansons. Bon, forcément, hein, mon frère, il est décédé à 25 ans, donc il aimait la musique, il aimait le rap, il aimait le dancehall, enfin bon, bref. C'est quelqu'un qui écrivait de temps en temps, qui chantait avec ses amis pour son délire.
Et on a même gardé ses cahiers, ses écrits. On en a même fait un poème aussi, je crois. Et je crois qu'il a, oui, qu'il a aussi des poèmes. Donc moi, je ne reviens pas trop dessus parce que c'est quelque chose qui me touche de revenir sur ses textes, revoir son écriture de gaucher avec son écriture pas tout le temps lisible. On a aussi des vidéos où on l'entend chanter. Ça aussi, pareil, beaucoup de mal à le revoir vivant. Vraiment pour vous dire qu'il est encore présent. On a même son parfum à la maison. Voilà, on a encore des senteurs comme ça. Malheureusement, notre jeunesse d'aujourd'hui, je dirais qu'elle n'a plus de valeur. La violence est devenue gratuite. On se tue, on se bat pour rien. Alors que nos parents nous ont inculqué des valeurs. Mais eux, ils n'ont pas compris. Je trouve dommage qu'en 2022, qu'on entende encore un meurtre par semaine. Je trouve dommage que notre jeunesse n'arrive pas à comprendre qu'il y a des familles derrière qui souffrent et que leur famille aussi est la première à souffrir. C'est vrai que la personne qui n'est plus là, qui a été blessée ou qui a été tuée, la famille souffre. La famille souffre énormément. On est tellement plus soutenu que même notre jeunesse, elle se dit, bon, ben, pourquoi pas, quoi. Bon, ben, qui tué un tel ou qui écrivait un tel, je vais faire un peu de prison, dans 10 ans, je suis dehors. Et si la justice était moins laxiste, si les peines données arrivaient à terme, s'il n'y avait pas de remise de peine et si la peine de mort était encore établie, je pense qu'on n'aurait pas eu un meurtre par semaine, mais un meurtre par an. Et ça aurait éveillé certains esprits. On aurait réfléchi à 4 fois avant de faire quelque chose, avant de commettre un crime, avant de se battre, avant de se quereller, avant que ça arrive aux mains, avant que ça arrive au sang. Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve dommage que maintenant les jeunes se disent qu'on a un droit de vie ou de mort sur autrui, qu'on soit arrivé à limite, on se demande s'ils ne sont pas en concours, en fait, au pire la geôle, au pire peine, au pire ci, au pire ça. Et voilà, ça c'est vraiment dommage. On devrait vraiment, nous les jeunes, enfin, je parle des jeunes, même des adultes, hein, même des plus grands, même des aînés, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui tuent. On devrait vraiment prendre conscience que, hormis le fait de faire du mal à notre famille, on déchire et on blesse à vie une autre famille.